Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Société canadienne des études classiques. Mon nom est Marie-Adeline Le Guenec, je suis professeure d'histoire de l'Antiquité romaine à l'Université du Québec à Montréal. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'hospitalité dans l'Antiquité classique. L'hospitalité dans l'Antiquité comme aujourd'hui, c'est une manière d'accueillir gratuitement des individus ou des groupes en leur fournissant le gîte et le couvert. L'hospitalité, c'est une pratique qui est attestée dans les civilisations les plus reculées de l'histoire du bassin méditerranéen et elle perdure en Méditerranée jusqu'au Moyen-Âge et même au-delà. Ce qui est étonnant, c'est que au cours de cette période qui couvre pourtant plusieurs millénaires d'histoire, l'hospitalité antique n'évolue finalement pas beaucoup. Et notamment, les modèles, les héritages, les stéréotypes d'hospitalité, remontant parfois au temps légendaire de la Méditerranée, se font sentir jusqu'aux siècles les plus tardifs de l'Antiquité. Durant cette période, deux références dominent tout particulièrement en Méditerranée. D'abord, l'hospitalité que l'on appelle homérique, c'est-à-dire l'hospitalité qui est dépeinte par le mythique Aède Homère dans ses poèmes épiques nommés l'Iliade et l'Odyssée, qui auraient été composés au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ici, je vous ai représenté un de ces épisodes, à savoir l'accueil du mythique naufragé Ulysse par la princesse phéacienne Nausicaa. Je vous parlerai beaucoup d'hospitalité homérique dans cette vidéo. Et puis d'autre part, deuxième héritage, deuxième modèle, deuxième stéréotype d'hospitalité, celle qui est représentée dans l'Ancien Testament, avec des épisodes emblématiques comme l'accueil des anges par Abraham au chêne de Mambré dans la Genèse. Donc voyons un exemple particulièrement représentatif de ces permanences culturelles à l'échelle de l'histoire de l'Antiquité méditerranéenne. Au VIe siècle après Jésus-Christ, à Apamée de Série, vous voyez c'est ici sur la carte, un aristocrate choisit d'orner une des salles de sa demeure, destinée à héberger ses invités, d'une mosaïque. Et pour cette mosaïque, il choisit deux vers de l'Odyssée d'Homère, plus précisément un passage du chant 1 du poème qui vante l'hospitalité accordée par Télémaque, le fils du héros Ulysse, à la déesse Athéna, ayant pris les traits d'un mortel. Ici, on voit que 14 siècles après la composition du poème, les chants homériques et puis la conception, la définition de l'hospitalité dont ils se font l'écho, continuaient de faire référence pour des aristocrates, grands connaisseurs de culture classique. Donc la principale évolution dans l'histoire de l'hospitalité durant l'Antiquité, c'est l'apparition, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, de l'idée chrétienne d'hospitalité universelle, dont se fait notamment l'écho l'Évangile selon saint Matthieu. L'idée étant que dans chaque étranger accueilli, c'est le Christ qu'on accueille. Donc au-delà de la diversité des pratiques d'hospitalité, des lieux, du vocabulaire, il existe donc une culture commune à la Méditerranée en matière d'accueil hospitalier, dont les racines plongent dans un passé légendaire, Ancien Testament dans la partie plutôt orientale du bassin méditerranéen, hospitalité homérique dans la partie plus occidentale. Quelles sont donc les caractéristiques de cette hospitalité antique ? C'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Je vais surtout m'intéresser à l'hospitalité durant ce que l'on appelle l'Antiquité classique, ce qui correspond à la diffusion des civilisations grecques et puis gréco-romaines en Méditerranée entre, disons, le 8e siècle avant Jésus-Christ et les débuts de l'Antiquité tardive, à savoir le 4e siècle après Jésus-Christ. Dans les mondes grecs et romains, comme ailleurs, l'hospitalité avait pour fonction première de fournir un accueil aux nouveaux venus, surtout aux voyageurs. Elle est symbolisée dans différentes cultures du bassin méditerranéen, notamment dans les mondes grecs et romains, par 4 dons, le don du feu, le don du gîte, donner un toit aux nouveaux venus, le couvert, mais aussi les informations prodiguées aux voyageurs pour l'aider à poursuivre sa route. Le lieu d'hospitalité par excellence, c'est le foyer de la maison, et l'accueil de l'hôte à la table commune, dans le cadre notamment de banquets fastueux, y occupe une place centrale. Mais l'hospitalité dans l'Antiquité classique ne se borne pas à ce rôle concret qui reste vital pour les voyageurs. En effet, dans les civilisations qui nous intéressent, l'hospitalité est surtout un moyen de répondre à la volonté ou à l'obligation pour une communauté d'entrer en contact avec un ou des étrangers. Même si dans la pratique, bien sûr, il était plus courant d'accueillir sous son toit des connaissances de passage que de parfaits inconnus. Les mots témoignent de ces rapports entre hospitalité et accueil de l'étranger. Par exemple, en grec ancien, xénos désigne à la fois l'étranger et l'hôte accueilli. Donc l'hospitalité, par définition, c'est avant tout le fait d'accueillir sous son toit un étranger. Mais pourquoi le faire ? Pourquoi l'accueillir ? Chez les Grecs, comme chez les Romains, ce n'est pas du tout l'idée d'une solidarité entre les êtres humains, de l'aide due au prochain, ou d'une philosophie du couchsurfing qui justifie la pratique de l'hospitalité, en particulier à destination des étrangers.
Ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que derrière ça, il y a vraiment une croyance très ancienne, la croyance selon laquelle dans l'étranger, des forces supérieures, divines ou maléfiques pourraient se dissimuler. Cette supposition nécessite donc de se montrer hospitalier par peur que ces forces mystérieuses se retournent contre l'individu ou la communauté qui les aurait négligées et rejetées. Les sources de l'Antiquité classique sont pleines de cette croyance, en particulier pour les périodes les plus archaïques. Je vais citer par exemple un épisode bien connu de l'Odyssée, où un des prétendants qui court après la main de l'épouse d'Ulysse, Pénélope, insulte Ulysse lorsque celui-ci est de retour chez lui après des années d'errance et se présente en son palais déguisé en mendiant. Ulysse prend alors les traits d'un étranger puisqu'il n'est pas reconnu, pas même par Pénélope. Or, le public qui assiste à cette scène reproche au prétendant qui insulte Ulysse le mendiant, un certain Antinéos, son comportement. Sa conduite est sacrilège et fait prendre un risque à la communauté. Car si derrière ce mendiant, c'était par hasard quelqu'un des dieux du ciel, les dieux prennent les traits de lointains étrangers. Et d'ailleurs, les mythologies méditerranéennes, grecques et puis gréco-romaines en particulier, sont pleines d'histoires de divinités en voyage à travers le monde des hommes, qui sont hébergées par des mortels, souvent à l'insu de ceux-ci. Pour le contexte gréco-romain, on citera un exemple célèbre, le mythe de Philémon et Baucis, représenté ici sur ce tableau de Jacob von Host au XVIIe siècle. Donc Philémon et Baucis, c'est un couple de vieillards qui ouvre par hasard sa maisonnette à Jupiter et Mercure. Vous voyez ici Mercure que l'on reconnaît bien aux petites ailes qu'il porte sur son chapeau, qui sont déguisés en simples voyageurs. Philémon et Baucis sont récompensés par les dieux de leur bon accueil. Ils se voient dotés d'une longue vie, et puis à leur bord, ils sont transformés en deux arbres qui unissent leur feuillage pour l'éternité. Cette assimilation entre hospitalité et accueil des dieux est renforcée par le fait que l'hospitalité puis les hôtes étaient placés dans les contextes grecs et romains sous la protection divine. Ainsi, dans l'Antiquité classique, l'hospitalité est rangée sous la tutelle du plus puissant des dieux du Panthéon, Zeus pour les Grecs, Jupiter pour les Romains. Ces divinités étaient censées veiller au respect des devoirs réciproques entre les hôtes accueillants et accueillis. Et c'est ainsi, par exemple, toujours dans l'Odyssée, qu'Ulysse tente de rappeler ce précepte au cyclope Polyphème lorsque celui-ci menace de le dévorer. Zeus est l'hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les respecte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité classique, l'hospitalité n'est pas seulement une pratique sacrée qui appartiendrait au seul domaine de la religion. Elle joue aussi, dans le monde gréco-romain, un important rôle public, politique. L'hospitalité, c'est aussi une sorte de droit international, un instrument de politique étrangère qui permet de réglementer les relations d'une communauté avec des ressortissants étrangers. Et j'évoquerai par exemple l'institution grecque de la proxénie, à savoir dans les cités grecques, par exemple à Athènes, le proxène est un citoyen chargé d'héberger, à leur passage, les ressortissants d'une cité étrangère, mais également de les représenter devant les assemblées, les tribunaux de la cité, auxquels, en tant qu'étrangers, ils n'avaient pas accès. Ces accords de proxénie sont connus par des décrets, tel celui qui figure ici, entre la cité de Chéronée et puis deux habitants de l'Étolie, on est en Grèce centrale, et ces décrets commémorent à la fois l'accord qui a été conclu, et puis garantissent que cet accord sera toujours reconnu et respecté dans le futur. Les Romains connaissaient une hospitalité publique assez similaire. Mais ce qui vous surprendra, c'est que des accords de ce type existaient aussi entre des individus privés, des particuliers, plus précisément des familles. Ces accords, qui prennent la forme de pactes solennels, permettaient aux partenaires de pouvoir compter sur leur hospitalité respective en toutes circonstances. Par ces pactes d'hospitalité, deux étrangers et leurs familles respectives devenaient des familiers et s'engageaient à s'aider, puis bien sûr à s'accueillir l'un l'autre. Ces pactes d'hospitalité, comme pour l'hospitalité publique, ils étaient héréditaires. Et ils ouvraient ainsi la relation d'hospitalité vers le futur en mettant parfois en contact des individus complètement inconnus les uns aux autres, mais liés par justement ces pactes d'accueil. Et dans l'Iliade d'Homère, on a une scène célèbre qui voit se rencontrer sur le champ de bataille deux ennemis. Le grec Diomède et Glaucos, un allié des Troyens. Alors qu'ils se présentent l'un à l'autre, comme c'est la coutume dans le poème avant de se battre, ils se rendent compte que leurs ancêtres étaient des hôtes, étaient des xénoi. Et donc ils sont très surpris, mais ils décident de respecter ce lien en échangeant leurs armes et en refusant de s'affronter. Et vous voyez ainsi cet échange des armes qui est représenté sur une magnifique coupe du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors ici, on a un cas où les ennemis ont réussi à se reconnaître, mais c'est assez exceptionnel malgré tout.
Donc se posait la question de l'identification des hôtes héréditaires. Comment reconnaître dans le nouveau venu qui se présente à la porte un hôte de la famille et non pas un escroc qui chercherait à se faire héberger gratis. Pour ne prendre aucun risque, les Grecs, comme les Romains et d'autres peuples de la Méditerranée antique, avaient tout prévu. En effet, au moment de conclure un pacte d'hospitalité, les hôtes échangeaient, outre des cadeaux, des objets particuliers, qu'on appelait symbola en grec, tesserae, tesser en latin. Vous en voyez une ici, en provenance de la péninsule ibérique, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, une tessère d'hospitalité en forme de main, de deux mains qui sont en train de se joindre. Sur ces objets étaient généralement inscrits le nom des partenaires qui s'engageaient, ainsi que leurs descendants, à s'accueillir mutuellement. Ici, il est question d'un Romain du nom de Publius Turulus. Un deuxième exemplaire de l'objet devait porter le nom du notable hispanique avec lequel il était en relation d'hospitalité. Les partenaires et leurs descendants pouvaient ainsi s'identifier en produisant ces objets, soit des exemplaires identiques, soit des fragments qui s'emboîtaient l'un dans l'autre. Cette situation nous est dépeinte dans un fragment d'une comédie de l'auteur romain Plote, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est vraiment un mode d'emploi de l'identification d'un hôte héréditaire. C'est grâce à une tessère d'hospitalité qu'Anon, un Carthaginois qui parcourt la Méditerranée, arrive à reconnaître le fils adoptif de son hôte, qui avait été avant celui de son père. Donc il compare les deux exemplaires, se rend compte qu'ils sont identiques, se reconnaissent comme hôtes, et Anon est donc accueilli par Agorastoclas. Toutefois, ainsi que le rappelle ironiquement un vieil aristocrate dans une autre pièce de Plote, le soldat Fanfaron, si ami qu'on soit de l'autre chez qui on descend, ce n'est pas 3 jours chez lui qu'on est déjà désagréable. Mais si on y reste 10 jours de suite, c'est une Iliade de désagréments. L'hospitalité, dans l'Antiquité classique, restait bien conçue comme un état temporaire, qui garantit à l'hôte accueilli un statut, privilégié, oui, mais provisoire. Repartir, être expulsé parfois, ou intégrer la communauté, telles étaient ensuite les perspectives qui s'ouvraient à l'hôte afin de perdre son statut d'étranger. Merci de votre écoute et à très bientôt.